Nous attendions sa venue avec une certaine fébrilité. Jean-Loup Chrétien, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était notre invité d'honneur pour démarrer ce cinquantenaire. Et quoi de plus normal pour un spationaute, pilote d'essai et vélivole de surcroît, d'arriver par la voie des airs. Le ciel était bleu sans nuages ce matin du 14 mai et bientôt on percevait le ronronnement du moteur. Dans une longue finale, le bel avion se posait impeccablement sur la 32 de Challe. Le 16 mai, Jean-Loup Chrétien nous passionnera en nous entraînant dans l'espace au cours d'une conférence sur sa carrière de spationaute, astronaute, cosmonaute, soit dit au passage. Nos plus chaleureux remerciements à la mairie de Chasles-les-Eaux pour son aide. La mise à disposition pour les deux conférences de la salle Bellevarde et le matériel sur le terrain de Challe pendant cette semaine de festivités. Jean-Loup Chrétien, pilote aux multiples facettes, pratique toujours le vol à voile et il est un fervent défenseur de cette discipline. Je vous invite à faire plus ample connaissance avec lui au cours de cette conversation pendant laquelle il a bien voulu répondre à mes questions. Monsieur Chrétien, bonjour. On ne sait pas comment on va pouvoir vous dire merci. Alors moi j'ai une question. Le pilote, ça a commencé à quel âge ? Alors la date, elle est facile à se souvenir pour moi. C'était le 5-5-55. 5-5-55, donc avec un peu de chance, dans 3 ans, je pourrais célébrer 70 ans de pilotage. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je me suis permis de dire des choses dans un petit film que j'ai fait où on vous montre. Et je dis à un moment que vous étiez passionné par l'aviation, vous étiez encore tout môme, et qu'un pilote a vu dans votre regard d'une lumière où se mêlent l'admiration et le désir et qui vous a emmené. Est-ce que ça s'est passé comme ça ? Effectivement, oui, ce jour-là, j'étais pensionnaire au collège Saint-Charles à Saint-Brieuc, au Côte-du-Nord, et l'aumônier scout m'avait chargé d'amener un paquet à son collègue aumônier dans un autre collège qui était à 25 km, je ne sais plus où. Et je suis parti avec mon vélo et j'ai fait un détour par l'aérodrome de Saint-Brieuc. Et puis, comme d'habitude, le nez collé au grillage, il y avait un avion qui sortait du hangar, un gars qui s'apprêtait à monter dedans, et puis qui m'a vu, puis qui m'a fait signe, et tu veux venir avec moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je crois qu'on peut lui dire merci. Ah oui, on peut lui dire merci. Alors, au nom même de sa tête, son regard, et alors que je ne l'ai pas revu après, j'ai rencontré sa famille, on a échangé après mon premier vol, et ouais, c'était quelqu'un de très connu là-bas à Saint-Brieuc. Alors il y a aussi une deuxième chose, je ne vais pas vous parler de votre carrière de spationaute parce que ça sera pour ce soir et puis il y a tellement de choses à dire que je ne veux pas vous prendre la moitié de la matinée, mais vous êtes vélivole. Alors j'ai commencé le vol à voile aussi à cette époque tout de suite. Alors, un centre de vol à voile qui était évidemment placé à un endroit pas privilégié du tout, qui était Brest, l'aéroclub de Brest. Donc on avait des émouchés, des C800, je me souviens bien. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de vol à voile là-bas, puis après j'ai jamais arrêté. Et après ça a été un peu plus haut. En fait, un peu plus haut, oui. En regardant une belle période vélivole à l'école de l'air. Cela, j'ai découvert un club vélivole où on volait, c'était gratuit. Et jusque-là, c'était mon argent de poche qui était passé dans les heures de planeur. Ça a été une grande découverte, une énorme découverte. Donc, voler gratuitement. J'ai fait énormément de vol à voile à l'école de l'air. Et puis après, quand j'étais pilote d'essai au centre d'essai en vol de Istres, ce genre de sport n'intéressait personne, sauf quelques passionnés dans le monde des ingénieurs et des responsables de la section petits avions. Je me suis engouffré par cette porte-là et là je me suis régalé pendant pas mal d'années à faire des essais de planeur. C'est comme ça que j'ai connu Christian. Qu'est-ce qu'on peut dire au grand public ? Le planeur, on a l'impression que ça intéresse personne parce qu'il n'y a pas de moteur, mais un planeur c'est fabuleux. C'est une machine volante qui ne fait pas de bruit.
effectivement qu'il y a un paramètre technique en moins, qui est important, il n'y a pas de moteur. Et puis profite donc de la science de l'air, qui permet de voler, de rester en l'air grâce aux qualités de l'atmosphère, de l'homme qui est dans la machine, etc. C'est une belle combinaison. C'est qu'on peut voler des heures sans consommer la moindre énergie. On pique l'énergie de la nature. Alors le terme vol à voile est approprié, puisque j'ai retrouvé, je disais hier à quelqu'un ici, dans les centres de vol à voile, on a la même ambiance que dans les centres de voile. Je connais bien les centres de voile aussi, parce que je suis breton, j'habite au bord de la mer, et pratiquer la voile aussi. C'est un peu la même ambiance, l'ambiance des gens qui profitent de l'atmosphère, qui vivent avec l'air. Et l'avantage du vol à voile, c'est qu'on monte. Alors ils montent un peu, les gens qui font de la voile, ils ont des trucs qui sont pas mal, hein, on les voit, ils vont pas très haut et pas très longtemps, mais c'est bien des sports qui se ressemblent. Le gène de l'exploration, il est au fond de nous-mêmes. Nous naissons avec ce gène de l'exploration, sans doute pour survivre. Dès l'instant où nous sommes conçus, nous passons de l'immortalité, tant que nos parents pensent à nous concevoir, on est immortel. Là, le jour où ils bricolent un peu, pof, c'est parti. Et de l'autre bout, il y a l'arrêt. Et pendant toute cette trajectoire, c'est explorer pour survivre, et puis explorer pour se faire plaisir. Profiter de la vie. Donc le gène de l'exploration, il est au fond de nous-mêmes. Alors quand on me pose la question, mais pourquoi aller dans l'espace, à quoi ça sert? Ça c'est ma réponse, on va explorer. Ça s'arrêtera jamais. Si on devait s'arrêter, que l'homme ne soit plus un explorateur, on repart en arrière, et puis on repart vers nos cavernes, on rentre dans les cavernes, et puis ça s'arrête, l'humanité s'arrête. Donc là, on peut être tous tranquilles, on n'arrêtera jamais cette volonté d'exploration et ces investissements dans l'exploration. Je vais vous laisser tranquille. Merci infiniment pour ces quelques mots. Et puis on a hâte de vous entendre et nous raconter l'exploration spatiale que vous avez connue. Merci beaucoup Jean-Luc Chrétien. Je vous en prie. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir ce soir de vous voir si nombreux dans cet espace Bellevarde pour une soirée que l'on peut qualifier d'exceptionnelle, puisque nous accueillons, le mot est faible, une légende de l'aviation et de l'espace, monsieur Jean-Luc Chrétien. Merci. Premier Français et premier Européen de l'Ouest à être envoyé dans l'espace et aussi premier non-soviétique et non-américain à effectuer une sortie extravéhiculaire. En 1997, vous avez effectué une mission sur la navette Atlantis et, cher Jean-Loup, vous aviez fait rêver ce jour-là un enfant de 13 ans qui a toujours eu des problèmes d'insomnie. C'était moi. Donc je m'en souviens très bien, on en parlait sur la chaîne LCI à l'époque qui était toute neuve. Et je me souviens très bien de ce moment. Donc Jean-Luc Chrétien va nous faire une conférence à l'occasion des 50 ans du CSVVA, qui a fêté ses 50 ans samedi lors d'un moment convivial. Et on continue encore aujourd'hui et demain. Donc 50 ans, 1972, qui est une année importante dans l'histoire de l'air et de l'espace, parce que c'est en 1972 que s'est déroulé le dernier vol habité en direction de la Lune, c'était la mission Apollo 17. Et c'est en 1972 que le Français Jean Boulet a battu le record d'altitude en hélicoptère en atteignant l'altitude de 12 442 mètres. Record jamais battu, 1972. Donc vous voyez, votre date d'anniversaire correspond à des événements importants dans quelle conjonction, tout à fait. Merci au CSVA, merci à M. Brondel, à Estralp, merci, pour l'organisation de cette soirée, à laquelle, bien sûr, la commission culturelle est partenaire, et ça me permet de saluer les collègues qui sont présents ce soir. Je ne vais pas être trop long, je vais juste citer un mot d'un autre pionnier, M. Youri Gagarin, que tout le monde connaît, qui disait « En regardant la Terre de loin, vous réalisez qu'elle est trop petite pour qu'il y ait un conflit et juste assez grande pour une coopération. »
Donc je vous remercie, monsieur Chrétien. Alors j'ai juste deux petites choses. En souvenir de votre passage à Challes-les-Eaux, de la part de Madame le maire qui n'a pas pu être présente ce soir, j'ai l'honneur et le bonheur de vous remettre la médaille d'honneur de la ville. Hop. Ah bah pour la presse, oui. Tenez. Mettez-vous. Merci beaucoup. Et j'ai aussi le plaisir de vous remettre une petite spécialité, ce sont des chocolats. Voilà, fabriqués. Ah, ça va faire plaisir à votre épouse, ils sont très bons, c'est un artisan chocolatier de Challes-les-Eaux qui les fait. Donc merci à vous pour votre présence. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vais vous laisser la parole. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi je suis Denis Vert, je suis le président du club de vol à voile de Challes-les-Eaux. Et comme on vient de l'évoquer, nous fêtons notre 50e anniversaire cette année. Donc on a fait un certain nombre d'événements sur la plateforme de Challes, mais pour différentes considérations d'assurance et de réglementation, on a beaucoup de difficultés à accueillir du public sur l'aérodrome. Donc on voulait aussi faire un certain nombre d'événements pour le plus grand nombre, d'où cette conférence et d'où l'invitation donnée à M. Chrétien. Et on remercie la commission culturelle de Challes-les-Eaux de pouvoir nous recevoir. Merci à vous. Voilà. Bah, écoutez, voilà. On aura cette semaine encore d'autres événements. Demain soir à la même heure avec un autre astronaute. Voilà. Et puis, si vous voulez voler, faire des vols d'initiation, bah, vous êtes toujours, toutes et tous, les bienvenus sur l'aérodrome. Voilà, régulièrement, les gens viennent nous voir, donc venez nombreux. Donc je vais passer la parole à Philippe Young, grand spécialiste de l'histoire de l'aéronautique et de l'espace et membre du CESVA. Merci. Et ancien de l'avion spatial Hermès. Bien, donc effectivement, on est très honoré d'avoir ici Jean-Loup Chrétien, qui est non seulement le premier Français dans l'espace, mais comme vous avez dit, qui est bien le premier non-occidental, non-américain à avoir volé dans l'espace, déjà une grande première, et puis ensuite avec les Russes, et après il a enchaîné sur un deuxième vol, toujours avec les Russes, où là il devient le recordman européen de vol dans l'espace, de durée, hein, plus d'1 mois, et d'ailleurs il est le premier Européen, toute Europe confondue, Est et Ouest, à voler dans l'espace une deuxième fois. Et lors du même vol, cette sortie, où il est également le premier Européen. Alors quand même, il a commencé comme pilote d'essai à l'Epner, hein, il n'y a que 2 écoles comme ça en Europe, avec l'Angleterre. Il était pilote de chasse sur Mirage 3, où là, il a déjà volé sur fusée, puisque le Mirage 3 est un propulseur additionnel. Et sachez d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, le Mirage 3 permet aux pilotes de chasse américains de s'entraîner au combat aérien. Donc avec un avion d'assaut. Et puis cerise sur le gâteau, il va ensuite être demandé, la NASA va lui demander de faire un vol sur la navette. Donc 3e vol dans l'espace. Donc une carrière tout à fait remarquable. À toi, Jean. Je commence par tomber la veste. Il fait chaud chez vous. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce lieu saint de vol à voile français que j'ai appris à connaître il y a assez longtemps quand j'ai été pilote d'essai à Istres. Et je retrouvais entre autres mon ami Christian ici qui mène toujours sa barque, construit de belles machines et ce que j'ai eu le plaisir d'essayer donc il y a quelques années. Ça fait 120 ans que l'homme a pénétré dans la 3e dimension. Parce qu'il faut parler d'espace à travers la dimension totale, la 3e dimension, que l'on a commencé à explorer il y a plus d'1 siècle,
Et dès les premiers centimètres, l'homme a découvert la magie du vol et s'était lancé de toujours plus haut, et ceci pendant 120 ans. Je vous parlerai rapidement des débuts, assez rapidement aussi de ce qui se passe aujourd'hui, puis on s'étendra un peu sur le futur proche, et on terminera par le futur lointain, et après ça, on ira boire un coup au bar d'à côté. Ça vous va? Oh. Hier, donc hier, j'aime pas trop parler d'hier, parce que je commence à avoir pas mal de bouteilles, mais donner quelques chiffres. Donc ma carrière aéronautique, de 1959 à 2022, c'est pas terminé, je continue encore. Je travaille toujours à Houston pendant à peu près 6 mois de l'année, et un peu en France. Oula, ça c'est violent, ça. Je ne sais pas si c'est terrible pour l'écran derrière, oui. OK. Ça fait donc 63 ans en carrière aéronautique, et puis avec un peu de chance, dans 3 ans, je fêterai mes 70 ans de pilote. J'ai commencé à voler en tant que pilote en 1955, le premier vol datant du 5-5-55. Facile à se souvenir, c'est pour ça que je n'ai pas oublié. J'ai commencé par l'école de l'air. Je pense que tous les jeunes ici connaissent l'école de l'air. Y a-t-il des jeunes candidats et futurs volontaires pour aller à l'école de l'air? Ah, voilà. Ah, c'est toujours pareil, les meilleurs se mettent au fond. Hein. Bon. Donc en 1959, je rentrais à l'école de l'air, où j'ai appris à suivre de dures études. Dures études, vous voyez que, en particulier ici, les chaussures bien nouées, les lacets bien serrés, derrière le grand tableau avec les intégrales, etc. Des dures études, des études très fatigantes. Ça, c'est pris un collègue qui m'a surpris en train de faire la sieste. Et puis, apprendre à voler. Vous avez ici une séance de vol à voile à l'école de l'air. J'ai beaucoup pratiqué. L'ambiance de l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui. Vous voyez que on a ici, si vous regardez bien, il y a... Ah, c'est quoi ça? Oh, c'était l'ambiance de l'époque, le vol à voile de l'école de l'air. Donc j'ai beaucoup pratiqué et accumulé les heures de vol sur les planeurs de l'époque. Quelques photos souvenirs. Voilà, et 20 ans après, très exactement 20 ans après, donc en 1979, commençait la sélection des futurs spationautes français. Et je rejoignais donc la Cité des Étoiles avec Patrick Baudry pour commencer donc une nouvelle aventure pour laquelle j'avais déjà été candidat depuis fort longtemps, puisque dès les années 60, quand j'avais rejoint la base d'Orange en tant que pilote de chasse, on m'avait surnommé le cosmonaute. La carrière spatiale, donc, n'est pas terminée. Je vous disais tout à l'heure, je continue à travailler à Houston, tout près de la NASA, donc ça fera 42 ans cette année. Il s'en fera peut-être plus, j'espère, dans quelques années. Enfin, peut-être que mon épouse a un avis différent. Alors, ça fait plus d'un siècle qu'on se promène dans la 3e dimension. Je vais essayer de faire marcher mon pointeur. Voilà. Donc on a toute une première période, un demi-siècle, jusqu'aux années 60, de montée dans l'atmosphère, de machines de plus en plus rapides et de plus en plus performantes, qui approchent de la limite atmosphérique. En même temps, les engins spatiaux commencent à naître. Et puis, 10 ans après même pas 10 ans après le premier vol d'un homme dans l'espace, on part vers la Lune. Il y a donc un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle, qui a été extrêmement spectaculaire et performant. On rêvait à l'époque de poursuivre vers Mars. Bon, c'était beaucoup trop tôt. Donc, on est redescendu. Et l'ensemble est redescendu. La deuxième partie, la partie atmosphérique de cette deuxième moitié de siècle,
à part l'aventure du Concorde pour l'aviation civile. Donc, on a commencé une longue traversée du désert, on a commencé à faire des stations spatiales, et pendant 50 ans, on s'est contenté de l'orbite basse, on s'est contenté des stations spatiales, et on s'est un peu cherché. Et c'est vrai que aujourd'hui, enfin, on commence à voir cette sortie du désert et une reprise d'activité dont je vais vous parler un peu. Et parler donc de mon expérience personnelle, les leçons. Alors, quelques points forts dans cette expérience que j'ai appris, pour l'histoire d'hommes et de femmes, ce que j'ai appris, c'est que sans risque et sans échec, il n'y a pas de victoire. C'est presque un pléonasme. Et toute une vie, tous, nous avons à faire face, pour utiliser la devise de Guy de Mer, à faire face à des échecs possibles, à des changements, à des grands virages et des moments difficiles. Le rêve, c'est bien. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Vous connaissez cette phrase, maintenant on la prononce beaucoup ces temps-ci. Et on apprend très vite que sans risque et sans échec, il n'y a pas de victoire. Et une phrase célèbre, un poème célèbre, très fort, qui m'a beaucoup aidé, qui ces jours-ci aide encore beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, extrait du poème de Rudyard Kipling, le livre de la jungle. Il s'adresse à son fils. Mon fils, alors c'est en anglais. En anglais, c'est « if ». Et si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Et ça, c'est surtout pour les jeunes. Vous aurez très certainement, dans le cours de votre vie, surtout si vous êtes audacieux et que vous n'êtes pas encore persévérant, vous aurez à faire face à cet échec possible. Et quelquefois même un échec, des moments difficiles. Eh bien, il faut s'accrocher aux branches, se souvenir qu'effectivement, il y a un homme qui a écrit ce merveilleux poème, sans doute lui aussi après avoir vécu des moments difficiles, et rebâtir. Au niveau de l'espace, donc j'ai rajouté la crainte et l'enthousiasme face à l'infini, l'adaptation face au changement et à l'imprévu, c'est un petit peu la situation à laquelle nous devons faire face dès lors que nous nous engageons dans une expérience un peu délicate, un vol un peu délicat, et ça arrive relativement souvent. Qui se souvient de cette phrase « Failure is not an option ». C'est encore les jeunes du fond, vous allez venir devant, hein, parce que je vois que devant ça roupille sec. Hein, alors, « Failure is not an option », on en reparlera encore un petit peu tout à l'heure, c'est aussi à mettre dans le cadre précédent, face aux difficultés, face aux moments difficiles, se souvenir de cette phrase du directeur des vols de la mission Apollo 13 qui avait dit « Failure is not an option ». Facile à dire, pas facile à faire. La gestion des risques lors d'une mission spatiale. Bon, je le disais tout à l'heure, on sort un peu de la traversée du désert et on va reprendre les missions lointaines, on va repartir sur la Lune. Il y a donc deux situations particulières, les missions lointaines, donc la Lune, et puis après on espère qu'on aura Mars, et puis il y aura peut-être encore plus loin, tout en restant dans le système solaire bien sûr, avec des éloignements parfois considérables, et ça va vous surprendre, des délais et des contraintes liées à la vitesse de la lumière. On s'aperçoit très vite dans ce métier, dans ce milieu, que la vitesse de la lumière, qui est quand même pas rien, 300 000 km à la seconde, c'est-à-dire une seconde pour aller de la Terre à la Lune, 1/10 de seconde, un peu plus pour faire le tour de la Terre, c'est rapide. Eh bien, la vitesse de la lumière, c'est très lent. Dans nos ambitions actuelles, dans nos projets actuels, eh bien, on se heurte à ce gros problème qui est la lenteur de la vitesse de la lumière.
On veut, bien sûr, diminuer les risques. Dans toute cette expérience, dans toutes ces années passées donc, dans cette troisième dimension, diminuer les risques grâce à l'entraînement et un outil qui s'améliore de jour en jour, qui devient extrêmement performant, qui est la simulation. Il est tellement, un outil tellement performant, on arrive quelquefois à confondre la réalité avec la fiction. Entraînement survie pour les cas extrêmes, je vais vous montrer quelques images. Voilà, ça c'est un moment très sympathique, un moment de survie fort sympathique, passé en Russie à l'époque de mon premier vol. Nous avions dû séjourner pendant plusieurs heures à l'intérieur d'un Soyouz qui était dans l'eau, là en mer Noire, ballotté par les vagues, et il nous fallait nous changer à l'intérieur. Le Soyouz, c'est un peu le coffre d'une 4 chevaux. Et on est à 3 là-dedans, donc il faut se changer, enlever un scaphandre, et puis revêtir des tas de vêtements, puis revêtir ce scaphandre-là, ce truc orange, et vous jeter à l'eau. Là, je peux vous dire, quand on s'est jeté à l'eau, c'était le bonheur. Un entraînement survie comme ça, je veux bien en faire tous les jours, mais presque. Alors, plus proche, survie en montagne, Everest en 2009. Alors, on n'est pas allé jusqu'au sommet, mais on est quand même monté un peu après le premier camp de base, donc on est grimpé à plus de 20 000 pieds, plus de 6 000 mètres. Et à l'époque, j'avais 71 ans. Vous voyez qu'on peut toujours essayer de repousser les limites. Aujourd'hui, l'ISS, donc l'une de ces stations bâties pendant cette traversée du désert, l'ISS qui arrive à la fin de sa mission, qui en principe devait être arrêtée l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans. Donc on continue à exploiter. Alors, vous avez là la liste des agences internationales qui gèrent l'ISS. Bon, il faut savoir qu'elle a coûté à peu près, je crois, 150 milliards de dollars, et que sur ces 150 milliards de dollars, les Américains en ont payé plus de 110. Les 40 milliards qui restent ont été répartis donc, entre les Russes, l'Agence spatiale européenne, les Canadiens et les Japonais. Donc c'est un outil quand même cher. L'utilisation, les Américains payent tous les ans 4 milliards de dollars pour continuer à exploiter l'ISS. Donc pas du tout surprenant quand vous entendez dire, que vous lisez dans des journaux, sur les réseaux, que les Américains souhaitent revendre l'ISS, ou en tout cas louer une partie de l'ISS à des boîtes privées. Alors s'il y a des candidats, si vous avez un peu de sous, peut-être pas 4 milliards, mais un petit milliard, vous pouvez essayer. Il faut peut-être la brader. L'évolution des moyens d'entraînement. Rapidement, donc vous voyez ici à gauche les simulateurs des hardware. Donc on avait encore il y a une dizaine d'années dans un grand hangar de la NASA. Et puis on est passé à la réalité virtuelle. Vous voyez ici, donc on remplace en fait ces gros machins par des casques dans lesquels on introduit donc, des applications de réalité virtuelle qui permettent de simuler ce que l'on simulait dans ces grosses machines, dans ce hangar. Et puis aujourd'hui, la réalité augmentée. Donc, bon, j'espère que vous en avez tous entendu parler. Toujours pareil, au fond, vous connaissez la réalité augmentée? Ah ben voilà, ils savent tout. Ouais, bravo. En devant, ça roupille. Hein. Alors, l'évolution des procédures. Bon, je parle rapidement. Et puis l'évolution de l'interface utilisateur. Alors, vous avez là un exemple de réalité augmentée. Donc un opérateur qui prépare une manip qui va ensuite envoyer sur l'ISS. Il a son casque et la procédure qu'il lit, là, en fait, il la voit à cet endroit-là et elle est à l'intérieur de son masque. Et donc il voit une opération, tourner un bouton et il lit cette procédure. Tout ça, c'est installé dans l'application qu'il lit à travers son casque. Bon, je passe rapidement. Alors, il faut être un peu médecin aussi quand on est là-haut. On a maintenant donc des
ça, à Houston, on travaille sur ces applications, réalité augmentée pour améliorer l'entraînement médical de l'équipage. C'est une des applications sur lesquelles on travaille le plus. Et ici, il s'agit d'échographie, donc un outil réalité augmentée d'échographie qui permet de faire des échographies par les astronautes dans l'ISS avec l'assistance de, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, l'assistance d'un programme de réalité augmentée et le suivi d'un opérateur au sol qui peut intervenir et conseiller l'opérateur amateur qui se trouve là-haut et amené à faire une opération d'échographie. Il nous reste 10 minutes? Non? Ah, alors j'ai le temps. On va vous montrer encore plus d'échographie. Bon, ça, c'est pas passionnant. C'est pas passionnant, on n'est pas médecin de nature, mais bon, c'est quand même intéressant de voir ce qu'on peut faire là-haut avec un minimum d'entraînement, des outils performants, cette fameuse réalité augmentée qui permet à quelqu'un qui a peu d'entraînement de réaliser une échographie de qualité rapidement dans l'espace. L'espace privé, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. En quelques mots, ici les noms de 3 sociétés qui sont assez au devant de l'affiche actuellement, donc surtout la première, SpaceX, avec Elon Musk. Virgin Galactic, c'est déjà plus folklorique, et Blue Origin, un peu pareil. Donc on a, dans ces 3 sociétés, il y en a une qui est partie très vite, et qui travaille pour la NASA et qui bénéficie de gros contrats avec la NASA, donc Elon Musk. Les deux autres, c'est ça. Donc le chapeau texan comment il s'appelle, Don Bezos, non, Bezos, oui. Jeff Bezos. Voilà, Jeff Bezos. Et puis on retrouve encore ici. Et puis c'est Winston Churchill, non. Ah oui, voilà, Virgin, voilà, Space Folklore, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle outre-Atlantique, Space Folklore. Le futur proche, on retrouve le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Dilater la partie traversée du désert, donc on a les années 60 et jusqu'à 70, donc les grandes performances. Et puis 2010, 2020, si je ne me trompe, l'espace privé, Elon Musk. Et puis cette grande sortie du désert qui est la reprise des vols vers la Lune, le programme Artemis. Et la grande nouveauté de cette reprise des vols vers la Lune et de cette sortie du désert, c'est la participation des sociétés privées, donc essentiellement de Elon Musk avec SpaceX. Elon Musk qui est capable de proposer un lanceur aussi performant et en compétition avec le lanceur de la NASA, le lanceur lourd de la NASA, pour un prix qui est entre 5, ça peut aller dans certaines conditions, pour pratiquement 10 fois moins cher que le lancement NASA. Donc ça, c'est une énorme différence avec ce qui se faisait avant, et un très fort encouragement à beaucoup d'autres sociétés, à beaucoup d'autres individus brillants de rentrer dans cette nouvelle compétition et de savoir proposer des choses que les administrations n'ont pas su créer, n'ont pas eu l'intelligence de créer. Les systèmes d'Elon Musk que j'ai vus dans ses premiers ateliers sont extrêmement astucieux. On n'a pas à la NASA des gens qui ont été câblés pour faire ces choses-là, parce qu'on ne leur a pas demandé de faire pas cher. On ne leur a pas demandé de réaliser des systèmes à prix bas. Ce n'était pas dans la culture d'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et là, on va pouvoir effectivement repartir sur la Lune, un peu grâce à ces génies. Puis Mars, qui est bien sûr dans la suite. On est incapable de
donner une date aujourd'hui. La mission vers Mars, telle qu'elle est définie, n'est réalisable, est réalisable, mais ne l'est pas avec des fonds publics. Dans l'esprit d'aujourd'hui, on ne voit pas une personne responsable signer un ordre de mission d'une mission vers Mars avec les risques qu'elle comporte en utilisant de l'argent public. C'était faisable il y a 50 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui. Le retour sur la Lune. Alors, vous avez ici deux éléments fondamentaux. La station Gateway, qui va être en orbite autour de la Lune. Donc, vous voyez des modules qui rappellent les modules de l'ISS. Donc, c'est une petite station qui sera capable d'accueillir plusieurs astronautes. Le véhicule Orion, qui est une grosse capsule qui fera la navette entre la Terre, l'orbite terrestre et cette capsule. Et puis, on aura un système d'atterrissage pour descendre sur la Lune et qui, pour l'instant, est un peu en compétition encore avec plusieurs réalisateurs. Mais vraisemblablement, c'est le module de Elon Musk, là encore, de SpaceX, qui va être utilisé. Le lanceur. Donc à gauche, vous avez le lanceur de la NASA, le lanceur lourd de la NASA. Et puis à droite, la capsule Orion. C'est une grosse capsule Apollo, évidemment beaucoup plus moderne, beaucoup plus grande, et ayant à la fois des installations vie complètement différentes, complètement revues, et puis bien sûr des éléments de haute technologie nés des dernières expériences spatiales. Voilà. Les deux lanceurs. Donc à droite, le lanceur d'Elon Musk, donc, je disais tout à l'heure, qui rivalise avec le lanceur NASA. Et vous voyez à gauche, la tradition, un lanceur tout à fait similaire dans son principe, parce qu'on a collé jusqu'à maintenant des boosters, et puis un corps central, une capsule en haut, une tour d'éjection. Là, vous avez un bidule qui ressemble à un jouet de cow-boy, de jeune cow-boy. Gateway, donc on en a parlé, la station autour de la Lune, l'atterrisseur sur la Lune. Alors là, le schéma qui est proposé est assez peu réaliste parce que vous voyez, cet atterrisseur est énorme par rapport aux atterrisseurs des missions Apollo et vous voyez déjà l'échelle. Je pense que quand on va arriver à la réalité, là aussi personne ne va signer un ordre de mission pour des gens qui vont arriver sur la Lune et s'ils ratent la première marche, ils vont dégringoler jusqu'en bas, ça ne va pas faire très sérieux. Alors on parle d'ascenseur, mais faire fonctionner un ascenseur sur la Lune, ça n'est pas très sérieux non plus. Enfin bref, on n'est pas au bout de nos peines. Voilà un petit peu à quoi ressemblera une mission d'astronautes, de cosmonautes, enfin d'hommes et femmes sur la Lune. Pas la première mission, parce qu'ils n'auront pas encore le véhicule qu'on voit derrière. Et ça arrivera très rapidement, sachant, et là, les ombres que vous voyez sont bien respectées. Vous voyez ces ombres immenses. Les premières missions, en principe, auront lieu au pôle sud de la Lune, car on sait qu'il y a de l'eau au pôle sud. On veut savoir plus ce qui s'y passe et sous quelle forme elle y est, à quelle profondeur, si elle peut être exploitée, etc. Donc l'orientation des premières missions vers la Lune, c'est une orientation mission au pôle sud, donc avec un éclairage, vous voyez ici un éclairage rasant, qui est assez bien imité, un soleil au fond, au ras de l'horizon, un gros phare éblouissant, donc qui va certainement être une très grosse gêne pour les premières missions. Le futur moins proche, c'est quoi le futur moins proche? C'est Mars, avec le grand défi de Mars. On n'y est pas pour des tas de raisons. Le coût de la mission telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, c'est une mission très longue, c'est 8 à 9 mois aller, autant pour revenir, et 1 an sur Mars, quoi qu'il arrive. Une fois qu'on est parti, on ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir, c'est un peu comme Apollo 13, il faut aller vers Mars. Et une fois qu'on arrive sur Mars, on peut encore moins revenir, parce que la fenêtre, cette fameuse fenêtre de conjonction entre les astres,
la fenêtre Terre-Mars s'est refermée. Il faut donc attendre 1 an avant qu'elle se rouvre et qu'on puisse repartir. Donc vous voyez qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. L'homme restera un explorateur insatiable et infatigable, audacieux, persévérant. On nous demande souvent, qu'est-ce que vous allez faire là-haut, à quoi ça sert, qu'est-ce que vous fabriquez là-haut, ça coûte cher. Et là, ma réponse, c'est que nous sommes nés explorateurs. Le gène de l'exploration, il est en nous. Tous, vous tous, là, vous avez, même ceux qui roupillent, vous avez le gène de l'explorateur. C'est en vous. Toute une vie, c'est la recherche de moyens d'exploration pour découvrir des endroits intéressants et, si ce n'est pas pour survivre, au moins pour vivre mieux. Donc on explore, en 2 mots, on explore pour survivre. Et jusqu'à la fin de notre vie, c'est de l'exploration. Alors je crois que j'ai rajouté 2 petits mots célèbres qui me tiennent à cœur. Faire face, donc la devise de notre grand ancien, de Georges Guilmer. Il y a beaucoup de futurs pilotes de chasse, je regarde encore vers le haut, parce que je sais qu'en bas, voilà. Je sais qu'en bas, il y a... Si, il y en a en bas. Il y a des futurs pilotes de chasse. Bon, et voilà, donc faire face, vous connaissez. Et qui ose gagne. Qui a dit ça? Bon, je crois, je ne suis pas sûr. Mais hein? Ah, je crois que c'est le maréchal Delatte de Tassigny. Ça revient au maréchal Delatte de Tassigny, qui ose gagne. En tout cas, si ce n'est pas lui, celui qui l'a dit, a trouvé une phrase clé qui a servi en d'autres circonstances. Gérer et contrôler les risques d'une mission spatiale. Alors, on parle maintenant de contrôler les risques. Grâce à nos outils de suivi, à nos outils de sensing, etc., nous sommes capables de contrôler les risques. C'est-à-dire que connaissant ces risques et voyant apparaître la possibilité d'événements difficiles, hop, on contrôle. On prend la main, on contrôle le risque. C'est une déclaration nouvelle, c'est une interprétation nouvelle. Avant, on parlait plus de risk management, le management du risque, de gérer les risques. Et voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va arriver... Bon, ça c'est quelques images prises pendant mes vols, travailler dans des conditions inhabituelles. C'est vrai que travailler en apesanteur, c'est inhabituel. C'est rigolo au début, c'est quelquefois moins rigolo quand on perd des gros objets. On ne peut pas les poser sur une table, on ne peut pas les poser par terre. Si on ne les attache pas, ben, ils se barrent. Dès que vous avez le dos tourné, on a perdu, je me souviens, à l'occasion de mon premier vol, un téléviseur qui nous servait d'écran informatique. On l'a perdu. On l'a retrouvé à la fin du vol. Il est allé se planquer au fond d'un module avec les poubelles. Conditions inhabituelles. Voilà encore une petite image qu'on aime bien, tête en bas. Alors, Apollo 13. Les jeunes, vous connaissez tous l'histoire d'Apollo 13. Oui. Apollo 13, donc cette mission sur la Lune, donc la 3e, Apollo 11, Apollo 12, et ensuite Apollo 13, donc c'est bien ça, c'est la 3e vers la Lune, où une explosion d'un réservoir, quand l'équipage était arrivé à proximité de la Lune, ils ont dû revenir sur Terre en faisant des... On ne va pas appeler ça... C'était des bricolages, mais c'était des bricolages d'une ingéniosité fantastique, beaucoup de courage, beaucoup de lucidité, et c'est là que le directeur des vols a prononcé cette fameuse phrase « Failure is not an option ». Challenge les futures missions lointaines, exemple de Mars. Je vous disais tout à l'heure la vitesse de la lumière. Donc savoir que quand on va partir vers Mars, au bout d'une dizaine de jours, on verra encore la Terre, elle sera plus bien grosse, mais c'est surtout que le temps de voyage d'un message vocal, c'est-à-dire quelqu'un vous appelle, m'appelle depuis la Terre, je recevrai le message au bout de 2 minutes, et puis après ce sera 3 minutes, 4 minutes, parce que la lenteur de la vitesse de la lumière fera que le message
mettra longtemps à arriver, et que donc je n'aurai plus aucune communication directe. On communiquera par SMS, par fax, par tout ce qu'on veut. Il n'y aura plus aucune communication directe. Déjà peu de temps après être parti. Ensuite, ce sera pendant 7 mois un voyage dans le noir absolu, avec quand même beaucoup de lumière, ce sera noir absolu, mais avec un énorme phare, le soleil qui sera là, fixe, qui nous éblouira, et à moins d'avoir conçu un système qui se met à bouger, mais bon, on ne voit pas trop pourquoi. Donc quand on regardera par les hublots, ce sera pour voir ce ciel noir et ce soleil éblouissant pendant 6 mois, et rien d'autre. Une sensation d'isolement, d'arrêt, d'aucune mobilité. Ce ne sera pas facile. Vous avez une petite photo à droite d'un de mes collègues dans l'ISS face à un robot. Donc on va parler un petit peu des robots. L'assistance des robots. L'avantage des robots, c'est qu'on peut les faire non pas intelligents, mais leur donner une grande mémoire, les rendre astucieux, c'est-à-dire qu'ils savent exploiter les données qu'on a introduites. Ils sont relativement infaillibles, mais les inconvénients, ils ne causent pas beaucoup, ils ne savent pas rigoler. Alors si à un moment on a envie de se détendre, on ne dira pas se détendre avec un robot, il va rester comme un cornichon en train de nous regarder. Donc la place des robots existe bien, mais c'est un peu la place qu'on donne aujourd'hui à nos ordinateurs à la maison. Et les bugs, on nous dit, puisqu'on parle d'informatique et de robots, nous, hommes volants, on n'aime pas voler avec des machines qui ont des bugs. Et nos scientifiques, les ingénieurs de la NASA, disent on n'aime pas envoyer dans l'espace des gens qui font des bugs. Alors vous allez voir ici, alors il y en a eu plusieurs comme ça. C'est lors des missions Apollo, il se trouvait que les astronautes qui étaient partis dans leur Jeep explorer un petit bout de Lune, revenaient, c'était la consigne, ils revenaient en avance, avant de remonter dans le LEM et de repartir en orbite autour de la Lune. Ils ramenaient la Jeep, qui avait encore du potentiel, et donc ils disaient c'est quand même trop bête. Alors vous voyez, là, ils sont pas loin, le LEM n'est pas loin, à pied, ils sont en 10 minutes. C'est quand même trop bête, on a une Jeep qui marche bien, on est en avance. Alors, tous, les dernières missions, il y en a un qui montait dans la Jeep, l'autre qui mettait une chaussette sur la caméra de surveillance, et puis prenait une autre caméra, filmait son collègue qui faisait un Paris-Dakar sur la Lune. Et voilà. Vous remarquerez là l'antenne qui se balade dans tous les sens. On se demande d'ailleurs comment elle n'a pas cassé. Voilà la poussière derrière. C'était le grand jeu des dernières missions sur la Lune. Ces films sont restés discrets pendant plusieurs décennies avant que la NASA, qui n'était pas complètement au courant, mais se doutait un petit peu de tout ça, ait décidé et accepté de les publier. Les bugs. Alors, puisqu'on fait des bugs, du coup, nos savants contrôleurs ont eu beaucoup d'imagination pour nous empêcher de refaire ces trucs-là quand on va aller sur Mars. Donc, ils ont imaginé des centres de contrôle décalés. Puisqu'on ne peut plus se parler directement, pensez bien qu'ils se sont dit, on va leur donner des ordres. Comme les ordres vont arriver 8 minutes après qu'on les envoie, ils nous diront après, on a reçu l'ordre trop tard, donc on a agi différemment. Donc, ils ont imaginé un centre de contrôle décalé, donc un système baptisé M2MI, Machine to Machine Intelligence, donc des satellites bourrés de big data, bourrés d'informatique, d'intelligence artificielle, qui seront en quelque sorte un centre de contrôle en orbite, un centre de contrôle artificiel, mais où l'intelligence artificielle aurait remplacé les contrôleurs de Houston, qui eux interviendront régulièrement pour mettre à jour les procédures, ce que ces robots pourront donner comme conseil aux équipages sur Mars. Donc le machine to machine intelligence. Ça va, vous suivez? Oh, c'est pas... Ouais. Oh, je regarde. S'il y a un quiz à la fin, hein, je vais vous dire si on arrive assez vite. Je suis dans les temps là pour le quiz. Ouais. Donc ce sera quelques questions au hasard. Le grand futur.
le grand futur. Alors là, tenez-vous bien, les changements qui nous attendent, le retour à l'exploration lointaine. Vous voyez ici cette sublime image prise par le télescope Hubble de deux galaxies qui vont se rencontrer, cette forme bizarre de chouette dans l'espace. Et voilà un petit peu l'horizon des futurs grands voyageurs de l'espace. Fort heureusement, ce genre de fantômes, nous, on ne les voit pas. Nos senseurs visuels ne sont pas capables de voir ces images, sinon ça nous ferait peur, on ferait demi-tour aussitôt. Mais les systèmes de détection donc du télescope Hubble et autres télescopes sont capables de voir ces images. Donc le retour à l'exploration lointaine, des conditions très différentes de ce que nous avons vécu maintenant, c'est un petit peu... les équipages du futur vivront un peu ce qu'ont vécu les équipages de Christophe Colomb. On revient un peu à cette notion d'équipage parti pour longtemps, avec lesquels on n'aura pratiquement pas de contact, et qui seront lancés dans cette fameuse exploration. Ah bon, le truc il est en train de tomber en panne. Bon, ouais. Il est parti plus vite que moi. Voyager dans l'univers. Or, ça c'est pour rêver un peu. La suite, ça va être la conclusion. On va rêver un petit peu. Et avant toute chose, j'espère que vous voyez ici, vous voyez donc des étoiles, des petits points brillants, sont les étoiles proches de la Voie lactée. Et ce qui est derrière, il faut imaginer ces étoiles toutes proches de nous. Elles ne le sont pas, bien sûr, mais derrière, c'est beaucoup plus loin. C'est toujours dans la Voie lactée, des grands nuages de poussière interstellaire. On a un fameux qui a un nom, j'ai oublié. Et est-ce que vous voyez une forme particulière dans ce nuage-là? Là, cette tache blanche. Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose? Alors là, j'attends les... Bon, quelqu'un. Est-ce qu'elle vous rappelle quelqu'un? Qui? Ah. Bon, je vous le donne en mille. La suite, donc quelques chiffres d'abord. À la vitesse de la lumière, on l'a dit tout à l'heure, à 10e de seconde pour faire le tour de la Terre, 1 seconde pour rejoindre la banlieue lunaire. Et regardez bien. Alors, qui l'avait vu, lui? Les jeunes, au fond, vous n'avez pas vu? Bon, le prochain coup, je vous mettrai... je ne sais pas qui on peut mettre. Voilà, Einstein, petit clin d'œil de Einstein qui tire la langue. Vous la voyez quand même maintenant, la langue, le nez, les yeux, puis alors surtout la chevelure hirsute. Et bien, vous voyez là-bas, Einstein, il nous attend. Notre destin, les limites, où en sommes-nous, où allons-nous? Alors, quelques chiffres rapidement. Un peu moins de 15 milliards d'années. Aujourd'hui, c'est l'âge que l'on donne à l'univers, l'âge que l'on donne au Big Bang. Le Big Bang serait arrivé, donc il y a un peu moins de 15 milliards d'années. 4 milliards et demi, c'est notre Soleil. Donc il y a des étoiles qui sont nées bien avant nous. Notre Soleil, 4 milliards et demi d'années. 3 milliards et demi, c'est le début de la vie sur Terre, alors d'une vie simple. C'était pas encore nos ancêtres. 3 milliards et demi. 650 millions d'années, donc le chiffre d'après, 650 millions d'années, c'était une vie déjà beaucoup plus évoluée. Et puis on descend, 6 millions d'années, l'apparition de ces petits trucs à deux pattes là, qui nous ressemblent, ça fait 6 millions d'années. Alors 6 millions d'années à l'échelle de l'univers, c'est pas grand-chose. À l'échelle de 14 milliards, enfin de 15 milliards, c'est pas grand-chose. Et puis là, ça a évolué pendant 6-7 millions d'années pour arriver au bout de cette espèce de plongeoir, donc où on retrouve nous, nos ancêtres, et 300 000 ans, grosso modo. Là, il y a 1 million d'années, donc nous, c'est à peu près 300 000 ans, c'est l'âge que l'on donne à la race humaine. Et regardez bien, donc, cette espèce de plongeoir, le gars qui a fait ce tableau, très fort, parce qu'il a, peut-être sans le faire exprès, il a mis un plongeoir qui va être un petit peu la petite canne de transfert pour passer d'aujourd'hui à demain. Aujourd'hui à demain. Alors, avant de passer par là,
comme nous sommes des gens curieux et qu'on aime bien voir ce qui se passe à côté, bon, pas vraiment ce qui se passe dans la maison d'à côté, non, je n'irai pas jusque-là, mais ce qui se passe ailleurs. On a imaginé aller écouter les voisins les plus proches, voir d'abord s'ils existaient. Donc l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, tu as des exoplanètes donc, qui pourraient ressembler un peu à la Terre. Donc on voudrait au moins écouter et peut-être savoir ce qui se passe là-bas. Les performances dont nous sommes capables aujourd'hui, donc 8 km/s, c'est la navette, c'est les véhicules spatiaux, c'est Mach 25. Mach 25, c'est 8 km/s. C'est pas mal, c'est un tour de Terre en 1h30. Si on est capable, et là, c'est quand même un sacré bond en avant, de rouler, j'allais dire rouler, non, on ne roule pas, on vole, on est dans la troisième dimension, de rouler à 3000 km/s, donc entre 8 km/s et 3000 km/s. 3000 km/s, c'est presque un Paris-New York en une seconde. Et c'est 1/100 de la vitesse de la lumière. Tout à l'heure, je vous disais qu'elle était lente, mais bon, nous, on est un peu lent aussi à progresser au niveau de la vitesse, donc on tombe sur des paradoxes. Et là, il y a un paradoxe, le paradoxe de nos ambitions. Et 1/100 de la vitesse de la lumière, donc 3000 km/s, il y a encore de sacrés progrès à faire, et bien ça nous mettrait à 4 siècles pour rejoindre l'Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, les planètes les plus proches de nous. 4 siècles. Bon, là, on se gratte la tête, et donc, on gratte la tête, on se dit, cette immensité n'a pas été faite pour qu'on se contente de la regarder, donc on va continuer à explorer. Et puis, on a notre petit plongeoir, et puis, si on continue tout droit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit que c'est une trajectoire qui ne nous inspire pas beaucoup. Si on projette à 1000 ans ou 2000 ans l'évolution actuelle de nos sociétés, de nos conditions de vie, etc., et puis de ce que l'on fait de notre planète, ça ne nous inspire pas beaucoup. Donc là, j'ai monté un petit truc. Donc voilà. Donc, qui connaît les machines à sous américaines, là, le 777, vous connaissez quand même. Hein. Bon, ça veut dire que pour arriver assez loin en continuant sur cette trajectoire, il faut aller au bingo. Ouais. Un sacré paquet de chance, de bol pour utiliser. Donc on continue, on fait autre chose. Merde, c'est pareil. Donc, voilà, ça c'est notre première trajectoire. Alors, on peut faire moins bien. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui, on peut commencer à avoir des doutes. On est peut-être parti là carrément pour une chute libre. Et puis on est optimiste. Qui ose gagne. On est optimiste. Hop, non, on part vers le haut. Alors là, il y a des conditions. Je pense qu'il y aura des conditions. L'exploration profonde de l'espace nous permettra de percer et mieux comprendre les mystères de l'univers. Aujourd'hui, c'est la course au lever de rideau, au lever de rideau les uns après les autres. Dès qu'on lève un rideau, on en trouve un autre. Donc il y a toutes les questions qui touchent à qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang, comment a été fait l'univers avant le Big Bang. Est-ce que le Big Bang était fait que pour nous? C'est possible, que pour une forme de vie telle que la nôtre. Est-ce que le Big Bang, qui se traduit par des phénomènes vibratoires, et nous sommes faits pour de percevoir que des systèmes vibratoires en dehors des forces, donc les ondes gravitationnelles, les forces de pesanteur, tout le reste, c'est vibratoire. Il se peut très bien qu'en dehors du Big Bang, il y ait d'autres phénomènes qui sont non vibratoires et qui puissent être sentis par d'autres systèmes que ceux que nous portons en nous. On ne va pas continuer là-dessus parce que là, on y est encore dans 2 heures et on m'a promis un bon dîner. Donc, j'abrège, le but ultime étant de passer de l'état d'animal intelligent qui sort de ses grottes à l'état d'être avancé et responsable. Alors mon point de vue, c'est qu'on n'est pas très loin de la porte de nos grottes, mais on marche vers dehors. Mais bon, on n'est encore pas très loin. Et on est peut-être pas loin du point de rebroussement qui nous ramènera à l'intérieur de nos grottes. Ou alors peut-être qu'on a fait beaucoup de chemin
et qu'on se dirige vers un point de transcendance. Et je pense qu'il y a dans l'avancée de l'humanité, non pas une route continue, mais divers points de transformation, des points de transcendance qui mèneront l'humanité vers des changements, des étapes de changement, des marches d'escalier, et vers peut-être un point final de transcendance. Voilà, c'est bon? Ben moi j'ai fini.